D'accord. Bah, écoutez, on pourra tout de suite démarrer, hein. Je pense que les autres vont nous prendre en cours de route. Hello, welcome encore à toutes et à tous. Donc très heureux d'animer cette 40e session de Cyber Café, pour un thème qui me tient particulièrement à cœur, lié à la gouvernance des systèmes d'information, gouvernance en cybersécurité, parce qu'on a tendance à parler de la partie, on va dire, plutôt opérationnelle. Donc il était important de parler aujourd'hui de stratégie, de gouvernance en cybersécurité pour les entreprises. Donc, on verra ensemble les différentes étapes. Donc, les étapes clés, hein, on va rester, on va dire plutôt macro avec Oumar qui nous fait l'honneur d'intervenir aujourd'hui. Donc, ça sera sous trois axes. On parlera de planification des stratégies de cybersécurité. On parlera aussi également de mise en œuvre et gestion de politique de sécurité, parce que ça va de soi. Et on parlera bien évidemment de gestion de ressources et de budgétisation. Donc, très heureux de vous recevoir encore. Je rappelle, hein, Cybercafé, c'est un média numérique qui organise des sessions live tous les samedis, 9h GMT, 10h heure de Paris. On est toujours à la recherche de speakers, de personnes que vous connaissez, soit de vous-même, soit des personnes que vous connaissez. Si vous avez des thèmes aussi à proposer, n'hésitez pas. Donc, merci encore à toi, Omar, d'avoir accepté l'invitation. Je vais te laisser la parole pour te présenter. Oui, je t'en prie. Merci beaucoup, Amadou, et bonjour à tous les auditeurs. Je vois que c'est la 40e édition de ce, finalement de ce podcast. Je suis très heureux de participer à cette 40e édition et je te félicite encore pour ton abnégation et ton courage pour pouvoir maintenir cette émission tous les samedis matins, hein, après avoir passé une semaine très chargée de travail, comme la plupart des consultants en cybersécurité ne manquent pas de travail ici. Merci beaucoup, c'est un honneur pour moi de participer ici à cette émission que j'affectionne particulièrement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Oumar Sow. Je suis senior manager en cybersécurité et je fais de la cybersécurité quasiment depuis 10 ans ici en France, bientôt 10 ans en France. Je suis guinéen d'origine, et c'est important aussi de le mentionner. J'ai commencé mes études d'informatique en Guinée où j'avais déjà fait un premier diplôme en administration système et réseau avant de venir en France en 2012 dans le cadre des études. Donc, j'ai repris une licence 3 et puis j'ai refait un master en cryptologie et sécurité des systèmes d'information. Et depuis là, j'ai commencé à rentrer dans le monde professionnel juste après mes études. Donc, c'est en 2015 que j'ai terminé mes études et j'ai orienté principalement ma carrière dans la gouvernance. Donc, ce qui fait bien le lien avec le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, qui est aujourd'hui la stratégie de la cybersécurité, dont j'aurai l'honneur et bien sûr le plaisir de partager mes modestes connaissances dans ce domaine-là avec vous aujourd'hui, et qui, je l'espère, on pourra avoir quelques minutes à la fin de cette émission pour pouvoir répondre à certaines de vos questions. D'accord. Bah, je rappelle effectivement. Déjà, merci et bravo pour ce parcours. Je sais que le meilleur reste à venir. Donc, je rappelle un peu le concept, hein. Donc, c'est 30 minutes de session. Donc, j'aurai des questions que je vais poser à Ouma. Ensuite, après, vous pourrez intervenir. Vous aurez juste à lever la main pour poser vos questions ou partager aussi également vos analyses et vos avis sur le thème. Donc, déjà, Voilà. très rapidement, très, très, très simplement, hein, déjà, pourquoi avoir une stratégie de cybersécurité? Effectivement, c'est important d'avoir un SOC, c'est important d'avoir un CERT, c'est important d'avoir un firewall, c'est important d'avoir un SIEM, mais pourquoi avoir une stratégie de cybersécurité claire et documentée? Ouais. euh, Effectivement, c'est un sujet très très important. Je vais juste refaire le lien un peu avec moi, ma carrière un peu. J'ai fait une formation qui est très très plutôt technique, orientée technique, opérationnelle. Mais si vous voyez un peu mon parcours, j'ai fait principalement, j'ai commencé dans une SS2I qui est Atos. Après, j'ai intégré ce monde des Big Four par EY, puis maintenant chez PwC depuis un moment. Et puis, je fais aussi pas mal d'activités aujourd'hui en Afrique grâce à l'association Guinea Cyber Security, pour laquelle je suis membre fondateur. Et justement, pour venir à la stratégie. La stratégie, donc, mon parcours me permet d'avoir une vue très opérationnelle à travers ma formation technique, mais sans la stratégie, rien ne marche. Euh, je vais commencer par
dire dans toute chose, je pense qu'il faut qu'on ait une stratégie parce que c'est ce qui nous permet de nous planifier, savoir vers quoi on va et savoir est-ce qu'on a les moyens de ce qu'on veut faire. Et donc c'est une composante très, 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 très importante parce que si on commence à faire des activités opérationnelles, c'est comme si on disait, par exemple: «Je veux, construire une maison». Hem, Tu as des moyens limités, c'est vrai, parfois il y en a qui ont certes des moyens illimités, mais la plupart du temps, on se retrouve dans une situation où on a des moyens limités. Est-ce que je vais me positionner pour dire que je vais avoir ma stratégie, c'est de construire des gratte-ciel? Non, je ne suis pas sûr, à moins qu'on soit très, très ambitieux par rapport à nos moyens. Mais idéalement, je regarde ma capacité aujourd'hui, je regarde aujourd'hui si on revient sur le terme cybersécurité, bien sûr, je regarde aujourd'hui mes capacités d'investissement dans le domaine cyber parce que il faut savoir que la cybersécurité a un coût, qu'il soit financier ou de matériel ou humain, il a un coût. C'est que je vais essayer de m'orienter sur une stratégie qui puisse me permettre euh, d'être implémenté finalement. Est-ce que mes moyens me le permettent? Est-ce que les contraintes dans lesquelles, mon entreprise ou mon organisation est confrontée sont compatibles avec ma stratégie? Est-ce que, hem, est-ce qu'aujourd'hui, la stratégie que je veux adopter couvre bien, mon exposition aux menaces cybersécurité? Là, je vais prendre un exemple. Heu, Si par exemple ce que je fais, prenons un journaliste, quelqu'un des médias, l'information qu'il diffuse, par exemple, c'est un média qui est public, qui n'est pas privé, qui n'est pas payant. Est-ce qu'il va adopter une stratégie qui est très orientée confidentialité alors que son information est plutôt publique? Il va beaucoup plus s'orienter vers des sujets de type intégrité et de type disponibilité parce que finalement, c'est ce qui lui permet de garantir son business. Il faut que les informations qu'il publie soient justes, bien sûr, d'un point de vue journalistique, mais aussi d'un point de vue publication. IT, finalement, est-ce que les informations qu'il publie, il ne publie pas une information et demain quelqu'un la modifie pour nuire à son image? Est-ce que l'information reste constante dans la durée? Est-ce qu'elle correspond bien à ce qu'il a effectivement écrit et produit? Donc, il va beaucoup avoir une stratégie. Moi, je vais beaucoup plus travailler sur la disponibilité de mon site, heu et finalement, l'intégrité des données que je veux avoir et puis quels sont les moyens que je suis en mesure de mettre aussi, pour ne pas bloquer mes utilisateurs. Parce qu'au final, est-ce que je veux finalement mettre une expérience utilisateur traitée lourde qui finalement va, aboutir à un abandon de son site? C'est tellement compliqué que finalement les gens ne s'intéresse plus à son site parce qu'il a fait plus de sécurité que finalement d'expérience utilisateur. Donc, Mmh, là, c'était juste un exemple pour montrer finalement l'importance de la stratégie dans une organisation et finalement, ça nous permet aussi de savoir où on va. Une stratégie, on va la mesurer régulièrement, on va mesurer les actions qu'on fait. Est-ce que ça rentre dans notre stratégie? Est-ce qu'on est en train d'aller vers finalement l'idéal qu'on s'est fixé? Parce que finalement, quand on définit une stratégie, c'est en quelque sorte notre idéal et on va mettre des actions opérationnelles au quotidien qui puissent nous permettre de nous approcher de notre idéal et finalement et ça permettra aussi de mesurer la stratégie, mais je pense que c'est un sujet dont on parlera un peu plus tard. Mais d'accord. pour moi, c'est finalement la mère ou finalement c'est le fondement même des activités de cybersécurité. Mmh, d'accord, d'accord. Bah, merci pour ces précisions. Effectivement, on voit que c'est important d'avoir une stratégie, on va dire, de cybersécurité, plutôt claire et documentée pour faciliter, on va dire, les activités opérationnelles derrière et avoir des indicateurs de performance comme tu l'as dit tout à l'heure et moi, ma question, c'est de savoir comment est-ce qu'on va aligner, bon, pourquoi c'est je pense que tu en as parlé tout à l'heure, hein, les éléments essentiels à considérer lors de la planification d'une stratégie de cybersécurité en fonction de votre entreprise avec l'exemple que tu as donné sur la presse. Mais comment est-ce qu'on peut aligner, la stratégie de cybersécurité avec les objectifs, on va dire, de l'entreprise? Et pourquoi c'est important de le faire? De ne pas avoir une stratégie de cybersécurité qui est dissociée de la stratégie de l'entreprise. Ouais. C'est là où on va comprendre finalement le rôle de l'engagement de la direction. Dans la plupart des bonnes pratiques ou dans la plupart des organisations bien rodées, on essaie de donner un certain poids, par exemple, à la sécurité.
Là, je vais parler des entreprises de manière générale. Parce que plus, finalement, hem, le responsable de la cybersécurité, a du poids au sein de l'entreprise, ou on a un sponsor, on parle aussi souvent de sponsor au sein de l'entreprise, quelqu'un qui soit suffisamment bien placé pour positionner, les besoins de cybersécurité de l'entreprise, et c'est d'où l'engagement de la direction. En ce moment, on va dire une stratégie cybersécurité ne doit pas sortir juste du chapeau d'un RSSI ou faire du copier-coller, elle doit être adaptée à l'entreprise. Il faut qu'un vrai travail d'analyse du contexte de l'entreprise. En fait, on commence toujours par contextualiser. Quel est aujourd'hui l'objectif de mon entreprise primaire? C'est quoi? C'est quoi nos besoins? C'est quoi les risques auxquels on est confronté? D'où aussi la notion d'avoir une sorte de cartographie des risques qui est les premières phases quand on veut faire de la cybersécurité, c'est de comprendre, les risques auxquels nous sommes exposés, donc avoir une cartographie, avoir une analyse de risque détaillée pour comprendre, quantifier finalement les risques et leurs impacts pour notre organisation, et à partir de là, on se met à travailler sur, une stratégie cybersécurité. Une fois qu'on a un draft, parce que je vais l'appeler encore comme ça, on a identifié notre sponsor. Si on n'est pas suffisamment, appuyé, parce qu'il y a aujourd'hui dans beaucoup d'entreprises, on a des directeurs sécurité, on a de la fonction sécurité qui est régie au niveau du directeur. On a la fonction sécurité qui parfois, relève encore de l'IT, mais qui a toujours, une relation, hem, hiérarchique avec, un membre du COMEX, même si le comité exécutif, je veux dire, donc les cadres dirigeants de l'entreprise, et parfois on a, directement, le directeur qui lui-même siège au niveau du comité exécutif pour finalement, montrer l'importance de la cybersécurité. Donc à partir du moment où il va proposer une stratégie, que ce soit lui ou son sponsor qui est membre de ce comité exécutif de l'entreprise, vont regarder son adéquation avec, l'entreprise, et une fois que on détermine, ou on arrive sur une version finale, je saute les étapes d'itération où on affinera la stratégie jusqu'à ce qu'elle soit, finalement quelque chose qui corresponde à l'ADN ou au contexte ou aux objectifs. Parce que c'est aussi les objectifs de l'entreprise qu'il faut voir. On ne crée pas une entreprise sauf si c'est une entreprise cybersécurité pour faire de la cybersécurité. La cybersécurité va venir ici pour accompagner les efforts de l'entreprise, c'est-à-dire pour protéger, les objectifs de l'entreprise en elle-même. Donc à partir du moment où on a défini ça, qui soit en adéquation avec les objectifs de l'entreprise, en ce moment, le management va s'engager sur cela, va trouver les moyens, le budget et autres pour pouvoir financer cette stratégie-là, va, convenir des indicateurs à reporter, par exemple au niveau de l'entreprise, pour comment est-ce qu'on met en place cette stratégie-là, comment on la définit, comment on la suit, comment on s'assure qu'elle est pertinente, comment on la revoit, et mettre en place toute la gouvernance finalement associée à la cybersécurité au sein de l'entreprise, Mmh, conformément à cette stratégie qui a été définie. À partir du moment où le management, comme on le sait, la direction est engagée sur la stratégie, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de chances de pouvoir la dérouler, parce qu'il faut savoir qu'il y a des besoins de conduite de changement. Les experts sécurité vont regarder souvent avec un prisme cybersécurité. C'est pour ça qu'on a besoin de différentes compétences en cybersécurité. On va avoir des gens qui vont être beaucoup plus stratégiques, qui vont faire beaucoup de gouvernance, afin de pouvoir faire accepter cela, afin de pouvoir, pousser ou finalement, réaliser les actions qui vont permettre d'atteindre les objectifs de la stratégie, afin de pouvoir disséminer cette stratégie à tous les niveaux, parce on sait bien qu'il y a beaucoup de directions qui vont être impactées par la stratégie de sécurité qui va être appliquée. Donc on va définir naturellement, hem des plans de communication, pour engager les différentes parties. On va faire des plans de formation, des sensibilisations et autres pour davantage engager les parties. Quand on met des outils qui vont appuyer la stratégie, on va faire une conduite du changement pour que chacun puisse comprendre le bien fondé de cette stratégie-là. Pourquoi on mmh, va faire ça? Parce que ça va rajouter naturellement des efforts supplémentaires à d'autres directions dans l'exécution de leurs travaux. Pourquoi on le fait? Il faut qu'ils en soient conscients pour pouvoir prendre, heu de manière très responsable cette stratégie-là, afin de pouvoir l'exécuter. Bon, on dit mmh. stratégie aujourd'hui, c'est pas forcément, c'est pas, ça peut être documenté de différentes manières, mais
Dans les faits, on va avoir une stratégie qui est définie. À côté de cette stratégie, on va avoir des politiques, on va avoir des Ouais, procédures pour la supporter et l'opérationnaliser. Et bien sûr, l'aspect humain est très, 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 très important et l'aspect engagement. L'engagement de la direction en numéro un, parce que c'est ce qui nous légitime dans notre rôle de responsable de sécurité pour le déployer, mais aussi l'aspect financier, l'aspect humain compte énormément aussi. d'accord. Bah, écoute, ça fait sens avec, avec ma prochaine question, parce qu'effectivement, on a parlé de la planification de la stratégie de cybersécurité. Pourquoi c'est important d'avoir une stratégie claire? Comment est-ce qu'on l'aligne avec, avec les objectifs de l'entreprise? J'aimerais qu'on revienne un peu plus sur le corpus documentaire SSI Mhm, de manière globale et plus particulièrement donc dans ce axe 2, sur, la politique de sécurité. Je pense que c'est l'un des documents les plus, on va dire, les plus connus, les plus demandés en cas d'audit ou en cas de signature de contrat avec un tiers. Donc quel rôle joue, exactement, la PSSI, dans la politique de sécurité des systèmes d'information, dans la stratégie de cybersécurité qui a été définie un peu plus haut? Et tous les documents qu'on connaît, hein, directives, procédures, processus et guides. Et il y a certains même qui écrivent même des notes et tout. Donc pour les grands groupes, donc quel rôle joue la politique, tout le corpus documentaire SSI dans la stratégie de cybersécurité? mhm. C'est une excellente question. Juste pour terminer sur la stratégie de manière générale, souvent la stratégie, elle est sur une période, on va dire une stratégie 2027, la stratégie 2024-2028, la stratégie 2020-2030. Bon, souvent on le dit. Maintenant, il y a des documents effectivement qui vont accompagner. C'est ce que tu as appelé corpus. Pourquoi on dit corpus? C'est parce que c'est pas un seul document qui va gérer l'ensemble de la cybersécurité. Et ces documents-là, ils sont hiérarchisés. Il y a des documents chapeaux qui vont être de l'ordre de la politique de sécurité des systèmes d'information. C'est un peu la PSSI, ça va être un peu la Bible finalement de la cybersécurité. Qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on a dit de faire? Comment on va faire? Quels sont les grands principes de sécurité qu'on va appliquer? Parce que c'est finalement ça qui va être la référence au niveau de la sécurité. En général, elle n'est pas très, très opérationnelle, elle est beaucoup plus stratégique. Elle va donner des règles de base. Je vais donner un exemple. On va dire par exemple que toutes les communications internes et externes sont chiffrées parce qu'on est, par exemple, dans un cas où on veut protéger l'information au maximum. On va dire dans la politique que toutes les communications doivent être chiffrées parce que bon, maintenant, c'est de plus en plus courant, mais il y a quelques années en arrière, il y a beaucoup d'entreprises qui vont dire, moi, dans ma stratégie ou dans ma politique, je chiffre que les flux externes. Tout ce qui est interne, je ne chiffre pas parce que le chiffrement avait beaucoup plus de coûts à l'époque. Ça consommait de la ressource. Donc, et à maintenir, ça va être un peu plus lourd pour eux. Ils vont prendre le parti pris de dire que toutes les communications internes ne sont pas chiffrées. Donc, ça, c'est par exemple la politique qui détermine ça. Maintenant, à partir de là, on a dit corpus, donc il va y avoir des documents qui seront sous cette politique-là. Ils ne doivent pas être opposés, antinomiques, ils doivent garder la même logique. C'est-à-dire, je ne vais pas dire que dans ma politique de réseau, que voilà, je vais mettre des firewalls. Parfois, on peut aller jusqu'à dire c'est les types de firewalls-là qui sont autorisés au sein de l'entreprise. Par exemple, sans citer des vendeurs, bien sûr, on va dire, voilà, on a deux types de firewalls qui sont aujourd'hui la norme, ou finalement qui sont aujourd'hui prônés par notre politique, c'est ceux-là qu'il faut appliquer. Maintenant, on ne va pas aller dans des standards maintenant ou dans les procédures de réseau ou dans les politiques spécifiques sur la partie réseau, dire des choses qui sont opposées ou donner des configurations qui ne puissent pas permettre d'atteindre les objectifs de la politique. Je donne un exemple. Quand on dit que, par exemple, dans la politique, on va utiliser que du TLS 1.2 et plus, par exemple, parce que tout ce qui est en dessous est aujourd'hui considéré comme non sécurisé. Et que dans les procédures, par exemple, réseau ou dans la politique spécifique réseau, où on va zoomer sur la partie réseau, on va se retrouver à donner des configurations, par exemple, de TLS 1.2 ou de SSL avec des versions vulnérables, où on va parler
hem, où on va parler de HTTP. Enfin, ce n'est même pas du réseau, c'est finalement au niveau de la cryptographie en quelque sorte, parce que souvent on a des procédures sur la cryptographie, des standards sur la cryptographie. On va commencer à parler de choses qui sont moins sécurisées. Ou on va dire, par exemple, en vigueur, euh, les modes de chiffrement acceptés au sein de l'entreprise sont, par exemple, du, je naturellement, je viens, j'ai beaucoup tendance à me donner des exemples sur la sur le chiffrement parce que j'ai étudié de la cryptographie, mais il y a plein d'autres je veux dire, par exemple, qu'on a dit que le standard qu'on utilise, ça va être du AES avec des clés de, 256. Bon, ça c'est vraiment j'extrapole, c'est généralement des entreprises, disent ça, sauf des entreprises très avec des besoins de sécurité très, très renforcés, sinon 228, c'est encore accepté. Et que sur les standards, on se retrouve à parler de AES 128 ou moins, c'est-à-dire on est plus dans la politique. Il faut que ces standards-là, des documents sous-jacents de la politique, soient en adéquation, soient en cohérence avec le document chapeau. C'est pour ça qu'on Mmh, appelle ceci souvent le document chapeau. Et on va ouais, avoir d'autres standards, d'autres notes, comme tu l'as dit. On va avoir des guides de hardening, par exemple, qui vont dire, par exemple, pour un poste de travail, voilà les clés. On peut aller jusqu'à la configuration, les clés de registre qu'il faut mettre. Ici, on va mettre la longueur du mot de passe à tel. Voilà comment on va faire sur un poste Windows, comment on va appliquer la politique, on va lister tous les clés. Ça peut aller vraiment à un niveau très très fin en fait. OK, OK. Bah, merci pour ces précisions. Effectivement, c'est très important d'avoir tout ce corps documentaire qui vient appuyer la stratégie et qui vient, on va dire, comme tu as dit, décliner la stratégie qui a été définie. J'aimerais que peut-être qu'on passe au dernier axe avant de prendre des questions. Ceux qui souhaitent poser des questions à notre intervenant ou partager aussi leur analyse ou intervenir, n'hésitez pas à lever la main. Vous avez juste un petit bouton en bas pour lever la main, pour prendre la parole et puis poser vos questions. Moi j'aimerais peut-être revenir sur tout ce qui est gestion des ressources et budgétisation. Mm. Donc, quels sont les indicateurs aujourd'hui qu'on peut avoir pour aider à évaluer, on va dire, le retour sur investissement? Parce qu'une fois qu'on définit la stratégie, effectivement, il y a un investissement qui est fait pour mettre en place cette stratégie-là. Quels sont les différents indicateurs qu'on peut avoir? Peut-être quelques-uns en priorité qui te reviennent comme ça en tête à avoir pour s'assurer que la stratégie qui a été définie est, on va dire, totalement respectée et elle est bien mise en œuvre. Ouais. Je pense que avant d'aller peut-être sur cette partie-là, c'est que peut-être on a sauté la notion de contrôle. En fait, la notion de contrôle est essentielle en fait au sein d'une entreprise parce que c'est ce qui permet finalement d'évaluer les performances de l'ensemble des activités ou des mesures de sécurité qu'on a déployées ou des guides ou même des standards qu'on aura déployés et définis au sein de l'entreprise. Euh, et c'est ces contrôles-là qui puissent nous permettre de définir des indicateurs. Je m'explique. Quand on dit que, par exemple, la politique de mot de passe en vigueur au sein de l'entreprise, c'est par exemple 8 caractères pour les systèmes qui sont seulement accessibles depuis l'interne, c'est-à-dire qui ne sont pas accessibles depuis l'extérieur. Et puis, on peut dire, par exemple, 14 caractères sur l'ensemble des applications et systèmes qui sont exposés sur Internet. C'est une règle qu'on a définie. Ça fait partie de nos politiques et on l'a spécifié dans nos standards, ou qu'on dise finalement ce qui arrive le plus souvent, que toutes les applications Internet facing qui sont exposées sur Internet sont systématiquement pour les collaborateurs internes, c'est du SSO, c'est du single sign-on, il faut s'appuyer sur des mécanismes d'authentification interne pour pouvoir s'authentifier. À partir de là, c'est une règle. Mais il ne suffit juste pas de la dire, il faut savoir l'évaluer. Est-ce qu'elle est vraiment respectée au sein de mon entreprise? C'est en ce moment qu'on va définir notre framework de contrôle, nos différents catalogues de contrôle, qui puissent nous permettre de faire du reporting et de sélectionner les informations les plus essentielles pour pouvoir les reporter, parce que trop d'informations aussi, on ne sait plus qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important. Et donc, on va faire des campagnes de contrôle. Ça peut être outillé, comme ça peut être manuel avec du Excel classique. Et on va reporter les résultats. Pour le cas que j'ai cité, par exemple, sur les mots de passe ou sur les mécanismes d'authentification, on doit être en mesure de savoir, par exemple, dans l'entreprise, il y a 100 applications. On doit pouvoir revoir régulièrement ces 100 applications
Est-ce que dans ces centres d'application-là, tous les systèmes sont bien sûrs de 8 caractères, si c'est ce qu'on a dit dans notre politique, ou si c'est du SSO, que tous ont déjà activé le SSO. Quand il y a une application qui n'a pas activé le SSO, on va avoir un écart qui va être traité par un plan d'action potentiellement entre les responsables du contrôle et les responsables de l'application. Et dans nos indicateurs, qu'est-ce qu'on va dire? Par exemple, c'est 80 de notre, ou 98 de notre parc applicatif a déjà implémenté la politique de mot de passe ou le SSO qui est déjà en place. Ça, c'est un indicateur de sécurité. C'est un indicateur qui peut être reporté. Et il y en a plein d'autres, par exemple le chiffrement, par exemple. Est-ce que tous les flux sont chiffrés? On peut analyser les flux et dire voilà le niveau de chiffrement qu'il y a. 90% des flux sont chiffrés, X% des postes de travail, les disques durs sont chiffrés. C'est aussi des exigences qui sont rapportées par la politique et des standards qui vont dire comment on va chiffrer pour qu'on respecte la politique. Mmh, Donc, c'est des différents indicateurs. On peut même aller jusqu'au nombre de vols de postes de travail, par exemple, pour voir aussi l'exposition au risque. Ça, c'est des indicateurs. Maintenant, à partir de là, il y a aussi un indicateur qui est très, très surveillé, c'est le taux de vulnérabilité. On va dire, par exemple, dans des politiques, qu'est-ce qu'on va dire? Une vulnérabilité critique, je ne vais pas donner des scores ici parce que ça va aller un peu plus opérationnel. Une vulnérabilité critique doit être corrigée, par exemple, en urgence, le jour J, ou extrêmement critique doit être corrigée dans les 48 heures, ou des mesures de compensation pendant cette période-là doivent être mises. Des vulnérabilités high, qui sont élevées, vont avoir par exemple 2 semaines ou un mois, je donne des indicateurs comme ça, et les moyennes vont être de un mois à 3 mois. Et je mmh, vais regarder dans mes indicateurs, est-ce que X% des vulnérabilités ont été corrigées dans les temps? Je vais aussi regarder, j'ai dans mon parc applicatif combien de vulnérabilités euh, à chaque mois, par exemple. Bon, je ne vais pas non plus attendre la veille des patch Tuesday de Windows pour sortir des indicateurs parce que finalement, ils seront biaisés. Donc, un indicateur, il a sa période de collecte pour qu'il soit mmh. pertinent. Et aussi, on a la manière dont on le reporte pour que ça puisse parler aux gens. Parce que la manière dont on va reporter à des opérationnels, des responsables IT et autres, c'est pas comme ça qu'on va reporter à l'exécutif, au comité exécutif de l'entreprise. Maintenant, revenons au ROI, qui est la question que tu as posée. Souvent, les gens vont se tromper effectivement là aussi pour espérer, à moins que ce soit une entreprise de cyber, que la cyber va leur permettre de gagner de l'argent. Non, c'est pas ça le rôle de la cybersécurité. La cybersécurité va les permettre d'éviter de perdre de l'argent. Et ça, on peut mesurer les performances par le niveau d'exposition à la menace qui baisse. La cartographie, c'est un bon exemple, on a nos risques. Grâce aux mesures de sécurité qu'on a, voilà où on a baissé le niveau de risque. En sachant que, par exemple, un risque de ce type-là, s'il nous arrive, ça allait nous coûter X quand on est sur de l'indicateur, une analyse de risque quantitative, parce qu'on a la qualitative et à la quantitative. Qualitative, ça va dire, ça va nous nuire, ça va avoir un impact fort sur notre image, ça va être très élevé en termes d'impact financier, sans pourtant calculer finement le niveau d'impact financier. Maintenant, aujourd'hui, il y a vraiment des méthodes qui puissent permettre de quantifier le risque-là d'un point de vue, dire par exemple, un incident de ce type-là sur 2 jours, ça va nous coûter X milliards. Je pense que c'est comme ça qu'on peut calculer finalement les apports de la cybersécurité. Et quand on va commencer à faire des contrôles et à pouvoir reporter au management, on va essayer de leur montrer des indicateurs qu'ils puissent comprendre. C'est par exemple quand on va avoir des vulnérabilités qui soient très élevées, quand on va avoir de l'obsolescence, parce que l'obsolescence est une des problématiques des grandes entreprises. Ils vont déployer par exemple du Windows 2016 qui arrive à expiration. On a un parc de plusieurs applications, de plusieurs serveurs Windows 2016. Comment on va faire la migration? Ça nécessite un gros budget à réinvestir pour migrer ces applications-là. Mmh. Et donc, il faut que ce soit justifié, il faut qu'ils comprennent le risque auquel ils s'exposent s'ils ne le font pas. Et sinon, quelles sont les mesures compensatoires? Et aussi, c'est pour ça que je reviens souvent sur le risque, parce que finalement, on ne fait pas de la cybersécurité pour faire de la cybersécurité, on fait de la cybersécurité pour protéger l'entreprise. Et c'est pour ça qu'il faut que le management euh, à chaque fois qu'ils acceptent un risque, qu'ils le documentent et qu'ils s'engagent sur ce risque-là, parce que c'est eux qui porteront la conséquence si cela n'est pas, s'ils ne mettent pas les moyens pour corriger les risques que l'expert sécurité a remonté. Donc, on va avoir différents indicateurs qui vont être reportés au board, au comité exécutif, par exemple, tous les mois, tous les 2 mois, pour montrer finalement quels sont
les performances par exemple, la sécurité est un indicateur qui leur parle beaucoup. Par exemple, si on donne en termes de volumétrie d'incidents qui ont été bloqués, par exemple, on va dire, par exemple, durant le dernier trimestre, on a bloqué X tentatives et s'il y a des tentatives qui étaient quasiment avérées, qu'on a pu quand même contenir, on pourra dire, voilà, des incidents très graves ont été identifiés, mais grâce à, par exemple, notre vigilance, voilà comment on a pu Mmh, régler ce problème-là et ça montre finalement quels sont qu'est-ce que ça apporte finalement la sécurité, même si ça n'apporte pas de l'argent, mais ça permet vraiment d'éviter le fiasco et faire perdre des millions à l'entreprise mmh, suite à des négligences finalement de la sécurité. d'accord. Bah, merci Omar, merci pour ces précisions. Je crois que c'est très clair. Je l'ai dit en entrée, hein, ce sont les sessions de 30 minutes. Donc avec la permission de Omar, s'il y a des personnes qui souhaitent poser des questions, on va pas prendre plus de 3 questions ou sinon partager leur analyse. Sinon, s'il y a pas de questions, on pourra se dire rendez-vous samedi prochain. Vous avez juste à lever la main pour poser vos questions, ou partager, vos analyses par rapport à ce thème. Je vois qu'il y a pas de main levée. Je vais terminer par remercier Oumar d'avoir accepté de partager avec nous son expérience et d'avoir répondu à nos questions. Donc, merci encore à toutes et à tous. Merci d'avoir participé, assisté à cette session. Donc, très, très heureux. Je vais terminer par te demander, donc, parce qu'on est dans le contexte de Cannes, Cannes 2023, déjà ton pronostic, ton top 3 pour la Cannes. Et puis, je dirais rendez-vous samedi prochain à toutes et à tous pour une autre session de 30 minutes avec un invité. Donc, merci encore, Romain. Et Merci beaucoup, Amadou, pour cette invitation. C'est vraiment, on a, je pense, quelqu'un qui a levé la main. Je ne sais pas si c'est ah, c'est je encore vois qu'il y a quelqu'un qui a, d'actualité. qu'il y a quelqu'un qui a levé la main. Attends, c'est pas si tu permets, mais Oui, oui, vas-y, 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 il rapidement, n'y a pas de problème. parce que là, on se dit tout le temps 30 minutes, mais oui, Monsieur Boubacar, on vous écoute, hein. On vous écoute rapidement. Une Oui, question, s'il vous plaît. oui, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'ai suivi votre intervention avec intérêt, mais il y a une chose que j'aimerais savoir à propos du triangle de la cybersécurité. Est-ce qu'une entreprise doit forcément avoir des politiques de sécurité en même temps concernant la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité, même si son entreprise n'est pas forcément basé sur les droits ou en fonction du type de son entreprise. Est-ce il faut que le plan de sécurité fasse ressortir forcément les droits de façon détaillée? Merci. Ok. Merci beaucoup pour la question. Tu as posé la question sur la politique, je vais te ramener juste un peu avant sur la stratégie. C'est pour ça qu'il est très très important d'avoir une stratégie. Parce que c'est elle qui va finalement donner la vision de la sécurité qu'on veut avoir au sein de l'entreprise. Je vais essayer d'être bref, Amadou, tout en répondant bien sûr à la question. Souvent, c'est ce que je dis quand on me pose la question. La semaine dernière, j'étais sur un panel où on parlait de souveraineté numérique, qui n'a rien à voir, c'est vrai, avec ce sujet-là. Mais ma réponse n'est jamais tranchée sur cette question-là. C'est parce que pour moi, tout dépend de la stratégie qu'on veut se fixer. On peut être autant sécure. C'est-à-dire, si notre stratégie, c'est de juste avoir tout en interne, et même si c'est pas sécurisé, c'est go ahead. Sinon, il faut avoir une stratégie qui puisse nous permettre de vraiment, non seulement en étant autonome sur le données, mais aussi en les sécurisant, avoir le même niveau de sécurité qu'on puisse avoir ailleurs. Et pourquoi pas s'unir avec d'autres pays pour pouvoir définir une stratégie peut-être sous-régionale parce que c'est très difficile, c'est très contraignant. Bon, je reviens maintenant à ton sujet. C'est que une politique de sécurité, c'est pas du DICT. DICT, c'est principalement sur les analyses de risque. On va parler de niveau d'intégrité, de niveau de confidentialité, de niveau de disponibilité. C'est quand on fait une analyse de risque par notre exposition. Et même si un niveau de confidentialité est faible, il doit être évalué. Ça, c'est vraiment, tu dois l'évaluer pour déterminer qu'il est faible ou qu'il est haut. Maintenant, revenir à ta question, la politique de sécurité, c'est sur tout l'ensemble. Tu vas avoir le contrôle d'accès, tu vas avoir le chiffrement, tu vas avoir l'exploitation, tu vas avoir le monitoring qui est la supervision sécurité. Tu vas avoir de tous les aspects. Et il est important d'avoir, ne serait-ce que légèrement, des informations dans la politique pour dire qu'on ne fait pas ça ou on le fait. Et à partir de là,
C'est ça qui va driver maintenant ta politique. Dans ta politique, tu vas être plus dur, par exemple. Si tu peux ne pas avoir besoin de la politique, une confidentialité très forte, mais je suis certain qu'il y a au moins, même si tes informations quotidiennes ne sont pas fortes, par exemple, je veux dire, par exemple, tu es un commerçant, les prix ne sont pas, les prix sont publics, tout le monde a accès au public, au prix, mais tu ne veux pas que les gens aient accès à ton prix d'achat, à ta marge, aux éléments que tu vas avoir. Il y aura toujours, une entreprise a toujours un secret, a toujours des informations confidentielles. Il faut juste savoir dans la politique dire, par exemple, ces informations de ce type-là, par exemple, si tu veux aller sur ton terrain de disponibilité, intégrité, confidentialité, tu dis, par exemple, dès qu'une information est de niveau confidentialité 2 ou 3, il faut qu'elle soit chiffrée au repos et au transit. Il faut qu'il y ait un contrôle d'accès pour accéder à cette information. Tu vois, ça c'est une politique, par exemple. Tu veux dire, par exemple, une information de confidentialité niveau 1, par exemple, n'a pas besoin d'être chiffrée. Et elle ne doit pas être stockée au même endroit qu'une information qui est à un niveau de confidentialité plus élevé. Mais en gros, pour résumer, on n'a pas besoin d'avoir une politique très longue. On a besoin d'avoir d'abord une stratégie, qu'est-ce que je veux faire, une vision, et d'avoir une politique qui décrit exactement ce qu'on veut faire en adéquation avec notre stratégie. D'accord. Merci, Omar et merci Bakar pour la question. Monsieur Maury, vraiment très très rapidement parce que là on a dépassé le délai de 6 minutes, donc avec la permission de Omar, est-ce que vous avez une question ou c'est juste un avis? Vous avez la parole. Activez votre micro s'il vous plaît. Monsieur Maury, est-ce qu'il nous entend? Est-ce que vous nous entendez, Monsieur Maury? Non. Il est en mute s'il parle. Ouais, je crois que vous êtes en mute, hein. Est-ce que vous pouvez activer votre micro s'il vous plaît? Je crois qu'il est parti. Bah, Omar, on va te laisser le mot de fin. Ça marche. Ton pronostic déjà sur la CAN, ton top 3, et puis merci encore. Donc merci à Omar, donc je rappelle qu'il est expert cybersécurité et qui est membre fondateur de l'association Guinée Cybersécurité qui Ouais. organise le forum Le Conakry forum de Conakry sur la Cybersécurité, cybersécurité, effectivement, je exactement, pense que c'est qui quelque chose qui... a eu lieu en décembre dernier, la deuxième édition si je ne me trompe pas, Effectivement, la qui a deuxième été une édition a eu édition à lieu. succès. Et merci encore d'avoir accepté l'invitation. Ton mot de fin et puis on va Ben, mettre fin à la session. merci beaucoup pour ça. Comme je l'ai dit en entrée, l'abnégation et le courage, parce que c'est quelque chose, tu as la 40e émission aujourd'hui, ça montre que tu es constant dans la durée. Et c'est ce qu'il nous faut dans la cybersécurité aussi, qu'il y ait de la constance, parce que il ne faut jamais baisser la garde, il faut être toujours constant. Et merci beaucoup de m'avoir invité. Et merci à tous ces auditeurs qui n'ont pas fait la grasse matinée aujourd'hui pour nous écouter. C'est très important, ça montre aussi l'importance de la cybersécurité que nous avons de plus en plus, que l'intérêt que nous avons de plus en plus sur les sujets de cybersécurité. J'en vois maintenant de plus en plus et c'est une très bonne chose. Pour ce qui est de la CAN, moi je dirais, il faut se méfier beaucoup des équipes qui ont été repêchées. Est-ce qu'ils ont déjà eu une première mort? Je pense ils reviennent à grande force. C'est comme s'ils avaient eu la chance de faire deux CAN en une. Donc, méfions-nous d'eux et j'espère que la Guinée aura la coupe cette année et que avec l'aide de nos supporters ivoiriens, hein, on est des voisins, hein, on va se supporter, même si je sais que vous allez beaucoup supporter le Maroc également. Mais voilà, on espère qu'on aura la coupe cette année et encore bon week-end à tout le monde Merci. et j'espère que vous aurez appris beaucoup, quelques éléments sur cette émission-là. Merci Omar, merci encore d'avoir cette invitation. Donc rendez-vous samedi prochain, la session est enregistrée et elle sera disponible sur notre média YouTube Cybercafé. Merci, bon week-end à toutes et à tous et rendez-vous samedi prochain pour une autre session de Cybercafé. Merci et portez-vous bien. Bon week-end.